Il y a un débat énorme autour du film Five Nights at Freddy's. Entre les fans des jeux, les critiques et le public, personne ne s'accorde à dire si c'est un film d'horreur ou un drame familial, une bonne ou une mauvaise adaptation, ou encore si c'est un bon film ou un mauvais film. Je vais vous donner la réponse en décortiquant tout ça au travers de cette analyse. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Open. Ici, on va parler de films ou de séries télé, mais aussi très certainement de tout ce qui pourrait se rapprocher de la pop culture. Cette vidéo, pour les besoins de l'analyse, sera malheureusement remplie de spoilers. Donc si ça ne vous dérange pas de tout connaître d'une œuvre, restez. Mais dans le cas contraire, on se retrouvera sur une autre vidéo. Maintenant que vous êtes prévenus, bon visionnage à tous. Pour célébrer l'arrivée du deuxième film Five Nights at Freddy's, je vous propose de revenir sur le phénomène culturel qui a accompagné toute une génération de joueurs. Ce phénomène a pris la forme d'une adaptation cinématographique en 2023, mis en scène par la réalisatrice Emma Tammi. Ce film a suscité une attente immense. Les fans ont envahi les salles, la communauté a débattu, le film amuse, intrigue, parfois déçoit, mais il existe comme un objet singulier, difficile à résumer dans un jugement simple. Il s'approche des codes d'un film pour adolescents, emprunte au cinéma d'horreur, se tourne vers la tragédie familiale et choisit une progression douce plutôt qu'une mécanique terrifiante et agressive. Ce mélange peut surprendre, surtout pour un public qui connaît les jeux et leurs jumpscares nerveux. L'univers de Five Nights at Freddy's possède un héritage dense, et la saga s'appuie sur une mythologie cryptique. Le film hérite donc de cet univers et cherche à le condenser en 2 heures de film. Il filtre, simplifie et réorganise. L'œuvre explore le traumatisme, la disparition d'enfants, la mémoire et les fantômes. Le film part d'un homme responsable de surveiller la nuit à un restaurant familial abandonné, hanté par la trace morbide d'un tueur et par des mascottes animatroniques inquiétantes. Ces créatures provoquent à la fois la peur et la fascination. L'adaptation interroge alors plusieurs axes. Comment adapter l'atmosphère mystérieuse d'un jeu centré sur l'attente et la vigilance passive? Comment rendre des jumpscares immersifs sans la participation du joueur? Comment condenser 9 jeux, leurs spin-offs, les livres et leur lore fragmenté? Et surtout, comment satisfaire les fans sans perdre le grand public? Pour comprendre le film de 2023, il faut remonter à la création du jeu d'origine et au destin étrange de son créateur Scott Cawthon. Five Nights at Freddy's n'a jamais été imaginé pour être un futur phénomène culturel. Ce projet découle d'un contexte personnel difficile. Scott Cawthon avait alors enchaîné plusieurs échecs commerciaux. Son travail ne trouvait pas de public stable. Il produisait surtout des jeux indépendants, parfois à vocation religieuse, parfois centré sur du casual gaming. On retrouvait déjà chez lui un goût pour des personnages au visage rigide et étrange. Des critiques lui ont notamment reproché l'apparence involontairement inquiétante de certains personnages censés être mignons. Cette critique, qui visait à pointer une maladresse, a nourri le point de départ d'un projet radicalement différent. Scott Cawthon a réinterprété cette faiblesse pour en faire une force. Au lieu de s'éloigner de ces visages figés qui le faisaient moquer, il s'est demandé comment exploiter cette Uncanny Valley. Une mécanique audiovisuelle repose parfois sur une simple inversion de sens. L'univers de Five Nights at Freddy's provient directement de cette inversion. L'apparence rigide d'une mascotte pour enfants devient alors un masque macabre. Le jeu sort alors en 2014. Il n'aspire pas encore à la gloire mondiale. Il n'a pas la complexité scénaristique qu'on lui attribuera plus tard. Le gameplay est extrêmement simple. Un gardien de nuit doit survivre 5 nuits d'affilée dans un restaurant abandonné du type pizzeria familiale, en observant les caméras de surveillance, en fermant les portes et en gérant l'électricité. Cette mécanique crée un sentiment d'impuissance. Le joueur ne peut pas se déplacer librement. Il ne peut qu'observer. L'horreur découle de l'attente et de la frustration. Les animatroniques avancent lentement. L'imminence de l'attaque produit plus de tension que l'attaque elle-même. Dans le contexte de l'époque, cette idée fonctionne parfaitement avec la culture du streaming. Twitch, YouTube et les vidéos de réaction sont en pleine expansion. Le jeu devient viral grâce à l'effet de surprise. Les jumpscares soudains produisent un contenu spectaculaire pour les vidéos centrées sur les réactions. Des créateurs influents comme Markiplier ou PewDiePie donnent au jeu une exposition immédiate. La mécanique se prête à l'expression émotionnelle. Un YouTuber qui sursaute devient un vecteur publicitaire. Cette dynamique accélère la popularité du jeu. Le public s'attache rapidement aux mascottes animatroniques. La pizzeria ressemble à un décor issu d'une nostalgie collective. On retrouve des traces culturelles de Chuck E. Cheese, de restaurants
familiaux des années 80 ou 90, d'un imaginaire lié à l'enfance, aux fêtes d'anniversaire, aux bonbons et aux mascottes robotisées. Les États-Unis ont connu une vraie fascination pour ce genre d'espace de loisirs. Les pizzerias animées par des animaux en costume mécanique appartiennent à la mémoire populaire. Leur existence provoque une ambiguïté instantanée. Elles rappellent des souvenirs innocents, mais elles portent en elles un potentiel d'étrangeté. Scott Cawthon exploite cette ambiguïté avec une écriture parcellaire. Le scénario est distribué en fragments. Il apparaît dans des coupures de journaux, des messages téléphoniques et des éléments du décor. Le joueur n'a jamais l'ensemble de l'histoire. Il doit l'assembler. L'univers devient alors un puzzle narratif. Ce style encourage les théories communautaires. Le récit se découvre de manière indirecte. Plus on avance dans la saga, plus l'histoire se densifie. Le meurtre d'enfants, l'âme piégée dans les animatroniques, le personnage de William Afton, l'usine abandonnée ou les différentes pizzerias qui se succèdent. Cette mythologie se construit autant dans les jeux que dans les discussions en ligne. Le succès conduit à des multiplications de suites. Scott Cawthon développe la franchise à une vitesse impressionnante. De nouvelles mécaniques émergent, mais l'esprit du premier épisode persiste. L'univers s'étend ensuite vers les romans, les spin-offs et les produits dérivés. L'histoire devient labyrinthique. La complexité ne naît pas d'un projet initial, mais d'une accumulation de choix créatifs dispersés. Les incohérences se transforment en mystères, les erreurs deviennent des indices supposés. La communauté donne du sens à tout ce qui semble absurde. Cette interaction montre la puissance d'un récit participatif. Cette dynamique influence directement le cinéma. Adapter Five Nights at Freddy's revient à entrer dans un univers où les fans possèdent parfois plus d'interprétations que le créateur lui-même. En parallèle, l'industrie hollywoodienne s'intéresse à la franchise. Le jeu apporte un concept simple, identifiable, compatible avec un budget modéré et potentiellement rentable. La marque Freddy Fazbear possède un potentiel visuel évident. L'animatronique est une figure cinématographique parfaite. Il combine à la fois la nostalgie et l'effroi. Son apparence mécanique produit une inquiétude immédiate. Il peut exister physiquement sans avoir un besoin d'effets numériques excessif. Pour un studio, ça représente une opportunité très intéressante. Après l'explosion du phénomène Five Nights at Freddy's dans le monde du jeu vidéo, l'idée d'une adaptation au cinéma apparaît forcément très vite. Le projet commence officiellement en 2015, seulement un an après la sortie du premier jeu vidéo. Scott Cawthon reçoit alors plusieurs propositions, dont des studios capables de financer un film d'horreur rentable. Le concept paraît simple et séduisant. Une pizzeria abandonnée, un gardien de nuit, des mascottes meurtrières et un public de fans déjà acquis. Pourtant, ce chemin vers l'écran se révèle étonnamment compliqué. Le premier studio à obtenir les droits est Warner Bros. L'entreprise possède une expérience dans le cinéma d'horreur, notamment par l'intermédiaire de New Line Cinema. Le projet semble avancer, puis ralentit. Des premières pistes de scénario circulent, mais Scott Cawthon rejette plusieurs propositions. Il refuse les idées qui transforment la franchise en film d'action ou en comédie trop décalée. Il souhaite éviter les projets qui cherchent à détourner le matériau original. Scott se montre particulièrement prudent. Il veut une adaptation qui respecte l'esprit du jeu et leur atmosphère pesante. Cette prudence crée un blocage. Comme on le sait tous, Hollywood fonctionne souvent avec une logique d'efficacité commerciale. Certains producteurs imaginent déjà un film rythmé avec de nombreuses scènes d'attaque, une structure plus classique, des personnages humoristiques ou un ton plus grand public. Scott Cawthon refuse ces directions. Le projet finit par s'interrompre. En 2017, les droits quittent Warner Bros. Pour rejoindre Blumhouse Productions, une société spécialisée dans l'horreur à petit budget. Blumhouse entretient une réputation plutôt solide grâce à des films comme Insidious, Paranormal Activity, Get Out ou The American Nightmare. Leur modèle économique repose sur un budget réduit, contrôlé et sur une liberté artistique plus large. Cette approche semble plus compatible avec la volonté de Scott Cawthon. Le projet change alors de direction. Il passe entre plusieurs mains créatives, notamment celle de Chris Columbus, réalisateur de films familiaux cultes comme Maman j'ai raté l'avion ou Harry Potter à l'école des sorciers, mais aussi scénariste des Gremlins. Sa présence crée une curiosité particulière, car il possède une sensibilité à la fois familiale mais aussi fantastique. Pendant un temps, l'idée d'un film mêlant horreur et touche familiale paraît plausible. Cependant, la collaboration avec Chris Columbus ne dure pas. Le film reste bloqué, comme si la franchise refusait d'elle-même d'entrer complètement dans cette logique hollywoodienne. Le cinéma réclame une narration claire et une structure
lisible. 5 nuits dans un bureau face à des caméras ne correspond pas à la logique d'un film grand public. Adapter ce concept en long métrage nécessite des personnages plus développés, des enjeux émotionnels et une mise en scène qui ne repose pas sur l'interactivité. Blumhouse finit par confier le projet à Emma Tammi, une réalisatrice indépendante. Elle s'intéresse au cinéma de genre, à la tension et à l'atmosphère, plutôt qu'au divertissement spectaculaire. Son film précédent, Terre maudite, explore l'isolement et l'angoisse dans un cadre désertique. Son approche paraît compatible avec l'idée d'une horreur lente et étouffante. Le choix d'une réalisatrice moins connue montre une volonté de contrôle créatif plutôt qu'une recherche de star power. L'équipe se tourne ensuite vers de vrais animatroniques. Les robots sont confiés au studio Jim Henson's Creature Shop, responsable des Muppets, de Dark Crystal et de nombreuses créatures iconiques. Ce choix représente une étape essentielle. Les animatroniques doivent être observés comme des personnages réels, filmés par la caméra et non comme des images de synthèse excessives. Ils doivent exister physiquement, comme dans les jeux, avec leurs limites mécaniques. Leur présence dans le cadre crée une impression de menace plus authentique. Le film se construit donc autour de 3 axes. La fidélité au lore, au décor et à l'univers, une approche visuelle réaliste grâce aux animatroniques construits physiquement et un récit plus émotionnel centré sur un protagoniste traumatisé. Certains producteurs imaginaient un film plus agressif, plus effrayant et plus rythmé. Ce long développement avec ses réécritures, ses refus et ses changements de réalisateur crée un film très prudent. Cette prudence marque autant les qualités que les limites de l'œuvre finale. On ressent une volonté de satisfaire le public, de respecter un univers et de ne pas trahir l'attente de la communauté. Ce choix crée une fidélité rassurante, mais il crée aussi une forme de retenue qui empêche le film de prendre des risques audacieux. Le film Five Nights at Freddy's repose sur une promesse visuelle forte. Le public veut voir des animatroniques inquiétants, filmés avec respect et entourés d'un décor qui rappelle les jeux. Ce défi influence le ton, la mise en scène, la lumière et le rythme du film. La pizzeria possède une identité immédiatement reconnaissable. Les couleurs usées, les néons fatigués, les murs décorés d'affiches enfantines, les lumières festives éteintes, tout contribue à la création d'un décor figé dans le temps. Elle paraît coincée dans un souvenir. Ce choix dans la direction artistique correspond à l'idée centrale du film. La mémoire, les enfants disparus et le passé qui ne s'efface pas. Des zones presque noires tranchent avec les lumières colorées des bornes d'arcade ou des guirlandes lumineuses. Le film ne cherche pas l'obscurité totale. Il préfère une pénombre où le spectateur peut distinguer des formes, mais pas la menace exacte. Ce style s'éloigne des effets faciles de jumpscare. Il crée une attente et une observation constante, presque comme dans les jeux, où le joueur guette le moindre mouvement sur les caméras. Et comme dit plus tôt, l'élément le plus marquant du film réside dans les animatroniques. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy sont filmés avec une réelle affection. Leur design ne cherche pas l'exagération gore. Il insiste sur leur artificialité mécanique. Ils existent physiquement comme des objets lourds, trop grands et trop silencieux. La caméra adopte souvent un cadre fixe ou légèrement mobile, comme si elle observait ces robots avec prudence. La mise en scène évite la surenchère. Elle insiste sur les pauses, sur les mouvements lents et sur la rigidité inquiétante. Parfois, un léger bruit de moteur suffit. Parfois, un simple regard immobile entretient l'attention. Ce choix peut frustrer les spectateurs qui attendaient des attaques plus nombreuses. L'œuvre semble adopter un ton plus contemplatif qu'effrayant. Cette orientation reflète la sensibilité de la réalisatrice Emma Tammi. Elle ne cherche pas l'horreur agressive, elle privilégie la tension atmosphérique. Ce choix peut être vu comme une qualité ou un défaut selon le regard qu'on porte sur l'œuvre. La mise en scène privilégie aussi des moments presque tendres avec les animatroniques. Certaines scènes montrent les robots comme des figures protectrices ou avec une affection maladroite. Cette approche s'inspire du lore des jeux, où les animatroniques sont habités par des âmes d'enfants. Cette idée change le regard porté sur eux. Ils ne sont pas de simples monstres, ils deviennent des victimes transformées en monstres inquiétants. Cependant, cette nuance peut diluer l'horreur. En cherchant à montrer des robots attachants, le film réduit leur potentiel terrifiant. L'œuvre hésite entre 2 directions, l'horreur et le drame. L'histoire progresse lentement, comme si l'atmosphère visuelle suffisait à porter l'ensemble. Le film tente parfois d'utiliser la nostalgie pour renforcer l'émotion. Le budget modeste de Blumhouse influence aussi la mise en scène. Il limite les décors, les effets
et même les mouvements de caméra. La pizzeria reste l'espace principal. Cette restriction crée une unité spatiale, mais elle donne l'impression d'un univers un peu réduit. Cette limitation peut être vue comme un choix esthétique ou comme une contrainte économique perceptible. Le film n'en tire pas toujours une intensité dramatique. Il s'appuie surtout sur le décor et sur les animatroniques comme centre visuel. Les bruitages gardent une place importante en hommage au jeu. On entend des petits bruits mécaniques, des rires déformés et des clochettes. Le sound design crée plus de tension que les images. La mise en scène de Five Nights at Freddy's construit donc un film visuellement soigné, attaché à la présence réelle des animatroniques et à un décor nostalgique. Ce choix offre une identité visuelle solide, mais souvent timide. L'œuvre se montre respectueuse, mais rarement audacieuse. Elle préfère garder le public dans un état d'observation tranquille, plutôt que dans un état de panique véritable. Pour transformer Five Nights at Freddy's en film, il faut donner un visage humain à une histoire qui, dans les jeux, restait largement abstraite et fragmentaire. Le cinéma exige des personnages identifiables, des émotions, des motivations et une progression dramatique. Le film de 2023 répond à ce besoin en construisant un protagoniste central, Mike Schmidt, interprété par Josh Hutcherson. Dans le premier jeu, Mike Schmidt n'est qu'un nom sur un contrat. Il ne possède aucune caractérisation. Le joueur devient le personnage. Son visage n'existe même pas, à part ses yeux bleus et ses dents, visibles seulement sur l'écran de Game Over du premier jeu. Le film doit briser cette absence et donner à Mike une histoire. Le scénario le transforme en un homme hanté par un traumatisme d'enfance, la disparition mystérieuse de son petit frère. Ce choix crée un lien direct entre le thriller psychologique et le fantastique. Mike devient un personnage obsédé par sa propre mémoire. Son travail de gardien de nuit devient presque une punition volontaire. Cette orientation narrative sert deux objectifs. Elle humanise l'intrigue et donne un enjeu personnel. En même temps, elle relie le personnage central à l'univers de Freddy Fazbear. Le film ne veut pas d'un héros venu par hasard. Il veut un héros déjà connecté au mystère. Ce choix peut apparaître logique, mais il crée un effet de concentration. Le destin individuel de Mike devient le centre de l'histoire, alors que l'univers des jeux semble beaucoup plus vaste. L'adaptation resserre le monde de FNAF autour d'un drame intime. Le film associe à Mike un rôle familial très important. Il élève seul sa sœur Abby. Ce personnage enfantin rapproche l'intrigue de l'émotion et introduit la possibilité d'un lien direct entre les animatroniques et l'innocence. Abby devient une passerelle vers les âmes des enfants disparus. Elle ne perçoit pas les robots comme des menaces. Elle les observe comme des compagnons silencieux. Ce regard modifie l'esthétique horrifique. Les animatroniques cessent d'être uniquement agressifs. Ils deviennent des figures ambiguë, enfantine et prisonnière. Cette nuance répond à un élément du lore. Les animatroniques contiennent des âmes d'enfants victimes d'un meurtrier. Le film reprend cette idée, mais la simplifie. Les fans familiers avec les chronologies complexes peuvent ressentir un manque de densité. L'œuvre ne cherche pas à reproduire les détails cryptiques. Elle préfère un noyau narratif accessible. Le personnage le plus attendu est William Afton, interprété par Matthew Lillard. Dans les jeux, il apparaît comme une silhouette violette, comme un mythe morbide. Le film en fait un personnage identifiable, physique et expressif. Ce choix transforme la figure du tueur. Son rôle correspond au principe classique du méchant du cinéma. Il parle, manipule, sourit et apparaît comme un monstre humain. Ce traitement peut décevoir ceux qui préféraient la froideur mystérieuse du Purple Guy. La révélation de son identité se présente comme un événement dramatique, alors que les fans connaissent déjà cette vérité, parce que le film doit composer avec un public mixte. Il s'adresse aux fans, mais aussi aux spectateurs qui découvrent FNAF. Les révélations deviennent alors une double structure, évidente pour les uns, révélatrice pour les autres. Cette dualité crée un équilibre fragile. Certaines scènes semblent trop explicatives, d'autres paraissent trop discrètes. Le film ne veut pas alourdir son exposition, mais il doit tout de même rendre l'histoire compréhensible. Le rôle de Vanessa, la policière, illustre parfaitement ce compromis. Elle détient le secret, connaît l'histoire, protège, cache et culpabilise. Ce personnage sert de médiatrice entre le protagoniste et la pizzeria hantée. Son existence évite les explications trop lourdes à travers des dialogues didactiques. Sa relation avec Mike transforme l'intrigue en un échange entre deux survivants du même passé. Cette focalisation sur quelques personnages simplifie la mythologie. Cela rend le film plus lisible,
mais moins labyrinthique. Ce choix crée une adaptation plus stable, mais aussi plus sage. Elle perd une part du chaos théorique qui a fait la popularité du lore. Le film se concentre donc sur 3 axes narratifs. Un traumatisme familial lié à la disparition d'un enfant, la relation entre une fratrie en quête de stabilité, un meurtrier qui relie ses drames à travers la pizzeria et les animatroniques. Cette structure fonctionne alors comme un drame psychologique avec des éléments fantastiques. L'horreur n'est plus un moteur principal, elle devient une conséquence. Cette inversion change la perception de FNAF. Les jeux utilisaient la peur comme levier pour comprendre l'histoire. Le film utilise l'histoire comme levier pour atténuer la peur. Cette décision créait un film accessible, mais moins intense. Elle donne de la cohérence, mais elle limite l'impact horrifique. Elle rend les personnages attachants, mais elle réduit leur mystère. L'adaptation transforme l'expérience du joueur en expérience de spectateur, avec des enjeux plus intimes que purement ludiques. L'un des défis majeurs du film Five Nights at Freddy's concerne la transposition d'un gameplay particulier. Les jeux reposent sur une tension liée à l'interactivité. Les joueurs surveillent des caméras, observent des mouvements, gèrent l'électricité, subissent la pression du temps et l'incertitude. Cette tension naît d'une situation passive. Le joueur est immobile mais responsable. Le danger progresse lentement. Il dépend des actions du joueur. Le film ne peut pas reproduire cette relation. Il doit transformer l'angoisse interactive en angoisse dramatique. Mike ne joue pas avec des caméras comme un joueur devant son écran. Le film intègre quand même quelques plans qui évoquent les caméras de surveillance. Ils servent à rappeler l'origine vidéoludique sans en faire le cœur du récit. Dans les jeux, la peur surgit par la répétition, par l'attente et par la perte de contrôle. Elle provient d'un système régi par des règles strictes. Si le joueur se trompe, il perd. Le film n'a pas ce langage. Il doit donc trouver une autre source de tension. Il opte pour une horreur narrative qui repose sur les traumatismes, sur l'enfance perdue et sur le meurtre. Le danger ne vient plus d'un système mécanique, mais d'un passé qui se révèle progressivement. Les animatroniques ne sont pas agressifs dès le début. Ils observent, interagissent et dévoilent leur nature ambiguë. Cette progression diffère radicalement de l'esprit des jeux, où la menace est constante et non émotionnelle. Le film transforme les robots en personnages à part entière. Ils ne représentent plus seulement un mécanisme meurtrier. Ils deviennent des créatures prisonnières, habitées et victimes d'un meurtre. Cette perspective met l'accent sur l'innocence corrompue et la tragédie, plutôt que sur l'horreur pure. Cette approche possède une vraie cohérence, mais elle change la nature de la tension. Les animatroniques inspirent moins la peur, ils inspirent plus de la pitié. Le public peut éprouver une forme d'attachement. Cette orientation peut décevoir les spectateurs qui s'attendaient à une version plus brutale de FNAF. Elle correspond pourtant à une lecture possible du lore. Elle met en avant l'âme enfantine prisonnière plutôt que la créature monstrueuse. Le rythme du film suit cette logique. Il s'éloigne de l'urgence des jeux. Certains peuvent ressentir une perte d'intensité. Ils attendaient une montée de tension comparable à l'escalade progressive des jeux où chaque nuit devient plus difficile que la précédente. Le film ne reprend pas ce crescendo mécanique. Il utilise un crescendo narratif plus doux, centré sur la révélation et non sur l'effort. Une dernière différence concerne la violence. Les jeux utilisent la violence comme une menace invisible. Ils n'ont pas besoin de montrer. Le film applique cette même retenue mais pour un autre motif. Il veut rester accessible à un large public, notamment adolescents. Il évite le gore explicite. Ce choix réduit l'impact brutal des meurtres. Il empêche aussi une lecture horrifique radicale. L'œuvre reste prudente, trop prudente, alors que les jeux possèdent une violence plus conceptuelle, même sans images sanglantes. Finalement, le film échange la peur contre l'émotion. Il échange le gameplay contre une narration centrée sur le deuil et la mémoire. Il transforme l'univers interactif en drame fantastique. Ce choix peut être vu comme une interprétation sincère, respectueuse du lore, mais moins stimulante pour ceux qui recherchaient une pure expérience d'horreur gaming transposée au cinéma. La réception de Five Nights at Freddy's fut paradoxale. À sa sortie, les critiques professionnelles ont rapidement exprimé une forme de déception. Les avis reprochaient un manque d'intensité horrifique, un récit trop simplifié, une prudence excessive dans l'exécution et une tension sacrifiée au profit de l'émotion. Pourtant, au même moment, le public s'est mobilisé en masse, particulièrement le fandom, transformant le film en succès instantané. Ces critiques négatives se fondent sur un jugement traditionnel de l'horreur. Le cinéma d'horreur est souvent
souvent évalué selon la puissance de l'effroi. En comparaison, FNAF paraît très timide. Il retient ses jumpscares, refuse la violence frontale et préfère le mystère discret. Ce choix stylistique fut interprété comme une faiblesse. La critique y a vu un film qui avait peur de son propre univers, alors qu'il est possible de considérer qu'il proposait une relecture sensible. L'autre reproche fréquent concerne le rythme. Le film investit beaucoup de temps dans l'histoire personnelle de Mike, dans ses deuils, sa relation avec sa sœur et ses cauchemars. Cette lenteur a divisé. Certains y ont vu une maturation dramatique, d'autres un manque d'audace. Face à ces critiques, un autre discours a émergé, porté principalement par les fans. Le public connaissant le lore a perçu l'œuvre sous un angle radicalement différent. Il n'a pas cherché le choc viscéral. Il a cherché la fidélité, les détails cachés, les clins d'œil et la crédibilité interne du récit. Pour une partie des spectateurs, la pizzeria n'était pas simplement un lieu d'horreur. Elle était un symbole lourd de sens. Les animatroniques n'étaient pas des monstres, mais des âmes enfermées. Le film n'était pas jugé sur sa peur, mais par sa loyauté narrative. Cette différence de regard révèle deux films en un. Pour les spectateurs non initiés, FNAF est une production étrange, trop sage, qui sacrifie l'effroi au profit d'un drame familial. Pour le connaisseur, c'est une œuvre de reconnaissance. Une reconnaissance de l'histoire cachée, de l'univers crypté des jeux. Cette dynamique mi-complice, mi-référentielle explique l'enthousiasme de certains et la perplexité des autres. Ce rapport au lore crée un paradoxe supplémentaire. Le film semble parfois dépendre du public qui connaît déjà l'univers. Il s'adresse à lui, mais il tente aussi de rester accessible au public qui ne connaît pas l'univers de FNAF. Cette double orientation entraîne des effets contradictoires. Pour les novices, l'histoire manque d'explication. Ils peuvent ignorer la nature véritable de William Afton, ne pas comprendre l'implication des âmes dans les robots et trouver le mystère opaque. Pour les connaisseurs, le film paraît parfois trop explicatif, trop clair ou trop simplifié. Ce qui était un puzzle devient un récit linéaire. Ainsi, une partie de l'insatisfaction vient de ce choix d'équilibre impossible. Le film voulait être une adaptation fidèle et un produit grand public. Il refusait d'être élitiste, mais refusait aussi d'abandonner ses secrets. Il devait plaire à tous, mais a fini par diviser tout le monde. Son succès économique massif démontre pourtant qu'il a touché quelque chose de fondamental. Les spectateurs voulaient voir ces personnages, ces lieux et ces mythes se matérialiser dans un espace réel. La réception révèle donc moins la qualité intrinsèque du film qu'un désir collectif. Ce désir n'est pas celui d'un grand film d'horreur, c'est celui d'une incarnation. Le public n'a pas applaudi la mise en scène, mais le fait même d'exister. Ce phénomène est typique de l'ère des communautés numériques, où la satisfaction provient de la reconnaissance identitaire. Un film peut être modeste, mais devenir important parce qu'il confirme l'appartenance à un univers partagé. Le cas de Five Nights at Freddy's montre alors une transformation du rapport au cinéma. Ce n'est plus seulement une œuvre à évaluer, c'est un espace culturel où un fandom se projette. La question n'est donc pas uniquement est-ce un bon film, mais aussi est-ce mon univers? Five Nights at Freddy's n'est pas un film sensationnel. Il ne renouvelle pas l'horreur et ne cherche pas l'innovation stylistique. Il ne propose pas de choc brutal, ne construit pas un labyrinthe de suspense et ne cherche pas l'expérimentation visuelle. Il s'installe dans une sorte de zone de confort. Ce choix produit une œuvre moyenne, ni brillante, ni médiocre. Elle se contente de tenir debout, avec sérieux, parfois avec lenteur, mais avec une constance évidente. Il devait confirmer que FNAF n'était pas une mode passagère, mais une icône actuelle. Sa qualité moyenne devient presque un commentaire involontaire. Il ne cherche pas l'ambition formelle, car son ambition réside ailleurs. Il vise la reconnaissance. Son existence suffit à transformer l'œuvre de Scott Cawthon en œuvre transmédiatique. Il ouvre la voie à des suites qui pourront prendre plus de risques, explorer d'autres registres, monter en intensité ou se diriger vers une forme plus radicale de l'horreur. L'adaptation inaugure l'univers. Comme le film Mortal Kombat de 2021, elle donne l'impression d'une introduction prolongée, comme si l'histoire n'avait pas encore commencé. Ce sentiment peut frustrer, mais il peut aussi susciter l'attente. Peut-être que le prochain film pourra enfin libérer ce qui est retenu. Peut-être que le cinéma pourra enfin prendre le relais du jeu avec plus d'assurance. Ce film est moyen, mais je pense qu'il est honnête. Il ne trahit pas l'esprit du jeu, même s'il en donne une version adoucie. Il raconte une histoire simple, souvent trop simple, mais jamais cynique. Il n'essaie pas de transformer l'univers
pour flatter un public plus large. Il tente juste d'en livrer une porte d'entrée accessible. Cette modestie limite son impact artistique, mais elle protège son identité. Il nous invite à patienter, comme dans les jeux, où chaque nuit appelle la suivante. Ce film est comme la première nuit. Il est calme, trop calme, mais il prépare quelque chose. Alors, comment juger Five Nights at Freddy's? On peut le qualifier de moyen sans l'amoindrir. Il tient sa place, il pose un socle. Et parfois, poser le socle suffit. Le cinéma n'a pas toujours besoin de grandeur immédiate. Il a parfois besoin de patience. Les joueurs connaissent cette patience. Ils se sont habitués à attendre, à surveiller, à espérer une menace qui tarde à venir. Ce film agit de la même manière. Il installe, il observe. La suite décidera si cette attente en valait la peine. Et voilà mon analyse sur le film Five Nights at Freddy's. Comme vous avez pu le comprendre, je ne le trouve ni bon ni mauvais. Un divertissement sans prétention à part celle de planter une graine, qui, je l'espère, germera. Car une chose est sûre, j'attends le deuxième avec impatience. Le lore est suffisamment dense pour nous promettre des suites de films qui valent vraiment le coup. Et surtout, revoir Matthew Lillard et Skeet Ulrich ensemble dans un film. Pour rappel, ce sont les deux tueurs du premier Scream. Ça tient du miracle à voir absolument. Pour finir, si vous avez une suggestion de film ou de série ou juste l'envie de discuter avec moi ou de débattre, faites-le en commentaire, ce sera avec très grand plaisir. La prochaine vidéo arrive très prochainement et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour être resté jusqu'à la fin. Donc comme d'habitude, donnez de la force, mettez un pouce bleu, un commentaire ou un abonnement à la chaîne. L'abonnement est très important pour moi. Je ne vous remercierai jamais assez. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé le film? Et est-ce que vous allez aller voir la suite au cinéma? Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Open. Ciao!